Amoureux de la physique, bonjour. Eh oui, eh bien, c'est un retour sur une notion assez complexe, hein, la notion de champ, qui fait des misères au premier S. Et c'est donc à moi que revient la lourde tâche d'essayer de démystifier un peu cette notion de champ. Alors, dans cette première vidéo, je vais juste être assez général pour comprendre ce qu'est la notion de champ en physique, et puis ensuite, dans d'autres vidéos, nous verrons des cas particuliers du programme de première S. Voilà, les anciens élèves de première S pourront peut-être aussi regarder cette petite vidéo. Alors, si on regarde la définition d'un champ, en physique, on nous dit qu'un champ, c'est la donnée de la valeur d'une grandeur, hein, en tout point de l'espace. Alors, c'est bien beau, hein, on va bien lotir avec une pareille définition. Essayons un peu, à travers un exemple, de regarder ce que ça veut dire. Imaginons que nous ayons une flamme de bougie, et cette flamme de bougie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer de la chaleur. Cette chaleur va se répandre tout autour. Et qu'est-ce que cela va produire? Eh bien, autour d'elle va en fait y avoir une déformation des propriétés de l'espace. En l'occurrence ici, la température. La température autour de cette flamme va être modifiée. Et elle sera d'autant plus grande que le point de l'espace sera proche de la flamme, et d'autant moins grande, d'autant plus faible, qu'on s'éloignera de cette flamme. Et ainsi, on aura, matérialisé ici par ce cercle, hein, une zone d'espace dont la température aura été modifiée à cause de la flamme. On dit qu'on a affaire à un champ de température. Voilà. On peut en fait retrouver aussi ce genre de choses dans la vie de tous les jours à travers, par exemple, ici, la carte de température de la France. On a un champ de température qui nous donnera la météo de la France. Voilà. Des champs, il y en existe différents types en physique. Exemple, ici, on a un champ d'altitude, hein, on voit matérialiser les altitudes en fonction du lieu où on se trouve. On peut avoir un champ des vents, hein, matérialisé ici par des petites flèches qui définissent la direction, le sens, et puis en quelque sorte aussi un petit peu la valeur du vecteur vitesse des vents, voilà, sur une zone européenne. Et ici, on a les vecteurs vitesse, hein, le champ de la vitesse des fluides dans, par exemple, de l'eau, dans une rivière ou dans un fleuve. Voilà. Là encore, on a dématérialisé par des petites flèches. Alors, comment a-t-on accès à la valeur du champ? Eh bien, cette valeur du champ, elle peut être définie, calculée par une relation mathématique. En effet, pour la déterminer, on a besoin de cette relation mathématique, qui permettra de faire le lien, hein, entre la grandeur physique que je cherche à mesurer et la position de l'espace à l'endroit où je cherche à la calculer. Tout à l'heure, par exemple, à la flamme, eh bien, ça permettait de mesurer, par exemple, la grandeur, la température à telle distance de la flamme. Il nous faut donc une relation. Mais même si cette relation existe toujours, elle n'est pas toujours facile d'accès du point de vue mathématique. C'est-à-dire que les mathématiques peuvent être compliquées, en tous les cas pour les premières S. Aussi, il est possible en fait de cartographier cette relation. Enfin, c'est-à-dire la relation mathématique nous a permis d'obtenir une carte qui définira chaque grandeur en chaque point, enfin la grandeur modifiée en chaque point, et ainsi nous, on n'aura qu'à étudier la cartographie, qui nous donnera donc la relation entre chaque point de l'espace et sa grandeur. En première S, quand la relation est simple, on aura accès à la relation mathématique. Si elle n'est pas simple, alors on étudiera la cartographie. On nous donnera une cartographie et en fonction de ce que l'on a, on l'étudiera. Voilà. Maintenant, comment détecter le champ?
Ben oui, puisque un champ, c'est une modification d'une grandeur dans l'espace. Imaginez par exemple que, je sais pas, vous soyez à proximité d'un très bon gâteau qui sent très très bon. Comment détecter la présence de l'odeur? Eh bien en fait, pour pouvoir détecter la présence de l'odeur dans l'espace, que le gâteau a créé, eh bien il me faut rentrer dans cet espace et amener un appareil qui détecte l'odeur, le nez par exemple. Et je vais m'apercevoir que plus je me rapproche de la source, plus l'odeur sera forte, plus je m'éloigne, plus elle sera faible. Donc, pour détecter un champ, il me faut donc un objet matériel. Donc, par exemple, si le champ est un champ de température, eh bien, il me faudra un thermomètre. Un thermomètre pointé à différentes positions de l'espace me permettra de détecter le champ de température. Et si par exemple c'est un champ des vents, la vitesse des vents, eh bien il me faudra un anémomètre qui va me permettre de mesurer la vitesse des vents en différents points de l'espace aussi. Direction est ici en l'occurrence la direction, le sens et la valeur de ce champ. Mais c'est pas forcément un appareil de mesure, ça peut être un objet matériel. Par exemple, pour mesurer, on le verra dans le cours, pour mesurer le champ magnétique, on utilisera une boussole ou une petite aiguille aimantée. Une aiguille aimantée ne mesurant, n'affichant aucune valeur, c'est donc bien un objet. Pour mesurer, pour détecter la présence d'un champ électrique ou électrostatique, on utilisera une charge, donc qui n'est pas un appareil de mesure. Voilà. Maintenant, il nous reste encore une grosse notion à voir, c'est il existe deux types de champs. Tout d'abord, les champs scalaires. Alors, un champ scalaire, c'est quoi? Eh ben, un champ scalaire, c'est un champ où la grandeur physique est tout simplement un chiffre, un nombre. Comme on l'a vu, par exemple, la température. On voit qu'en un point, la température varie, et elle n'est pas liée à une direction ou un sens, et donc ce champ sera appelé champ scalaire. Quand la valeur mesurée en un point de l'espace est uniquement un nombre, eh bien ce champ sera dit scalaire. Il existe un autre type de champ, c'est le champ vectoriel. Cette fois-ci, c'est si la grandeur physique n'est plus, comme son nom l'indique, un nombre, mais un vecteur. Et par exemple, eh bien, le champ de vent. Le champ des vents est matérialisé non seulement par une valeur, le vent peut être plus ou moins fort, mais aussi par une direction et un sens. Donc, c'est-à-dire un vecteur. Et donc, sur notre courbe, sur notre petit graphique, eh bien, on voit que l'on a des flèches plus ou moins grandes. Donc si la flèche est grande, ça veut donc dire que la valeur du vecteur champ des vents est importante. Ça nous donne donc une direction, un sens, et aussi une valeur. Mais comment représenter le champ? Alors, s'il est scalaire, ce sera différent de s'il est vectoriel. S'il est scalaire, eh bien, on va représenter le champ par une ligne équipotentielle. Alors ça veut dire quoi? Sur l'exemple qu'il y a dessous, on a un champ d'altitude. Un champ topologique d'altitude différente en fonction de l'endroit où on se trouve sur le terrain. Par exemple, si je me retrouve ici, eh bien, j'ai une altitude de 150 mètres. Si je me retrouve ici, 160 mètres. Si je me retrouve ici, 160 mètres, 170, chaque ligne représente une altitude de 10 mètres de plus. D'accord? Et donc, eh bien, si on regarde sur ce schéma, on a en fait matérialisé par une courbe tous les points qui sont à la même altitude. Ceux qui sont à 150 mètres, on les a tous reliés entre eux. 160 mètres, tous reliés entre eux. Eh bien, cette courbe-là représente ce qu'on appelle une ligne équipotentielle. Et donc, le champ scalaire sera représenté par cette ligne équipotentielle.
Dans le cas du champ vectoriel, c'est un peu plus compliqué, parce que, comme son nom l'indique, un champ vectoriel nous donne accès à plus d'informations. Un champ vectoriel, justement, eh bien, va permettre, on va représenter ce champ vectoriel par un vecteur. Et ce vecteur, en fait, il va suivre quelque chose de manière rigoureuse. C'est, en fait, il va être tangent, le vecteur va être tangent à la ligne de champ. En effet, un vecteur, il faut lui donner une direction, un sens et une valeur, point d'application aussi. Alors, sur la carte qu'il y a dessous, imaginons en fait que nous ayons un petit ballon qui soit positionné ici. On voit que les flèches qui matérialisent la direction, le sens et la force du vent va faire que mon ballon, eh bien, il va faire ce parcours-là. D'accord ? Alors pourquoi ce parcours-là ? Parce qu'en fait, à chaque fois, la petite flèche me donne la direction et le sens du vent. Et donc le ballon va suivre la direction et le sens du vent. Si mon petit ballon il est ici, eh bien, on va s'apercevoir qu'il va se mettre à tourner comme ceci. Voilà. Eh bien, ce que dit la définition, c'est que un champ, le champ ici du vent, matérialisé par nous en ce point-là, va être tangent à la ligne de champ que je viens de tracer en rouge. En rouge, c'est matérialisé, ça matérialise la ligne de champ, et en bleu, c'est le vecteur champ à cet endroit donné. Donc ici, par exemple, si je matérialise le vecteur champ à cet endroit-là, je regarde la ligne de champ, et en fait, je fais un vecteur qui est tangent à cette ligne de champ. Tangent, mais aussi, bien sûr, qui a le même sens que cette ligne de champ. Donc en l'occurrence, ici, le même sens que les petites flèches qui sont déjà sur mon document. Voilà. Alors, c'était bien sûr une représentation assez rapide de la notion de champ. Nous allons bien sûr la compléter grâce à des exemples du programme de première S sur les champs magnétiques, électriques et gravitationnels. Voilà. Mais il me semble utile de présenter la notion de champ de manière en général avant de passer dans les cas particuliers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt.